atteint l'ensemble de ses objectifs en 2025, des revenus à plus de 51 milliards d'euros, un résultat net à plus de 12 milliards d'euros. Bonjour Thierry Laborde. Bonjour Laure Vous êtes le directeur général délégué de BNP Paribas, en charge du pôle commercial, personnel, banking et services. C'est un record. Alors, vous n'êtes pas seul sur le marché à annoncer des records sur les résultats des bancaires. C'est globalement la tendance chez l'ensemble de vos concurrents. Des résultats, une rentabilité en hausse, des bénéfices en hausse. Vous avez un objectif encore amélioré pour les prochaines années, mais vous annoncez quand même toujours être très vigilant sur les coûts. Pour quelles raisons? Quand on voit des résultats comme ça, on se dit tout va bien. Pourquoi il faut continuer à baisser les coûts? Alors d'abord, c'est vrai que le dernier trimestre est un tournant. Ça, c'est important et c'est un tournant vers l'accélération. Pourquoi? Parce que le scénario de taux est beaucoup plus favorable aux banques commerciales. Pour BNP Paribas, c'est 40% de la banque, pour faire très simple, qui a beaucoup souffert d'un scénario de taux que l'on appelle inversé, où les taux courts étaient plus hauts que les taux longs. Là, maintenant, on a une visibilité, en plus avec des perspectives de maintien, on l'a vu hier, du taux de dépôt de la BCE, qui devrait rester stable dans les trimestres qui viennent, autour de 2%. Des taux longs qui montent. Pourquoi? Parce qu'il y a la pression de la dette, donc les taux longs des États sont plus longs, donc ça permet aux banques d'avoir une courbe de taux beaucoup plus favorable à leurs activités. Donc ça, c'est un phénomène durable qui est un vrai tournant, qui nous rend, nous, très confiants par rapport à des résultats qui font quand même plus 28% sur ce trimestre, pour rehausser nos objectifs. Vous l'avez vu, on est passé d'un objectif qui était autour de 7% de croissance du résultat net par an à plus de 10%. Ouais. Donc c'est des engagements forts. Et pour faire ces engagements, bien sûr, il faut toujours sécuriser la base de coûts. Pourquoi? Parce qu'on est dans un environnement compétitif. Et les technologies nous amènent des solutions qui vont nous permettre de faire ce que nous faisons aujourd'hui très différemment demain. Pour le bien des clients, ça c'est important. C'est pas seulement pour l'actionnaire, c'est d'abord pour les clients et pour les collaborateurs. Vous voyez, un collaborateur aujourd'hui, je prends cette image. Dans la banque, il y a très longtemps, il y a même 10-15 ans, on avait dans les services opérations, dans les services administratifs, on les appelait un peu comme ça il y a très longtemps, beaucoup de monde. Demain, ces tâches qui peuvent être répétitives, qui sont des tâches de production, progressivement, elles vont s'intégrer dans des parcours bout en bout et ces tâches vont disparaître. Donc, c'est pas moins d'emplois automatiquement, c'est de l'emploi différent. Et pour les collaborateurs, c'est plus de valeur ajoutée, plus de conseils, ce qu'on appelle dans nos jargons du reskilling. Comment aider à donner de nouvelles compétences à nos collaborateurs pour s'adapter à l'évolution des emplois. Vous n'avez pas de plan de départ officiel? Vous dites on ne remplacera pas ceux qui partent, mais il n'y a pas de plan de départ dans la banque de détail, par exemple? Non, du tout. Il y en a quand vous faites une acquisition. C'est le cas d'AXA IM, cette acquisition qui où il y a des doublons en fait. Ou d'Athlon qui va arriver dans le courant de l'année 2026. Quand il y a des doublons, on traite les doublons et généralement on fait avec des plans de départ volontaires. Il n'y a pas de plan de départ contraint. Et sur les banques commerciales, cette adaptation, nous savons la faire par le turnover naturel. La banque, c'est une boîte de tech maintenant? C'est exactement ça, de plus en plus. On doit avoir aujourd'hui 70 000 collaborateurs qui sont des quants, des informaticiens, des spécialistes de l'IA, etc. C'est tout à fait ça. La banque se transforme sur une banque de tech, une boîte de tech. Vous venez sur ce plateau avec un pins Wero. Je ne vois que ça depuis que vous êtes arrivé. C'est pas innocent, Laure. Mais je sais bien. On sera avec François Villot-Gallo de la Banque centrale, de la Banque de France dans un quart d'heure. Il y a ce conflit un peu entre les banquiers aujourd'hui et puis la Banque centrale européenne qui, elle, défend l'euro numérique. Vous défendez Wero. Est-ce que les deux solutions peuvent exister ou désormais c'est l'une contre l'autre? Alors c'est pas l'une contre l'autre. Il y a une question de temporalité. Et je pense que la Banque de France est tout à fait sur ce sujet-là. François Villot-Gallo nous le dira tout à l'heure. Et d'ailleurs, la Banque de France, je le rappelle, soutient très fortement l'initiative Wero. De quoi parle-t-on? On parle d'une plateforme, ce qu'on appelle un schéma, un scheme européen, avec des rails européens, qui sont là pour limiter la dépendance avec des grands acteurs internationaux, souvent nord-américains, mais ils pourraient être chinois demain, par exemple. Donc vraiment d'avoir une solution propre à l'Europe. Et cette solution, ce Wero, ce badge que je porte aujourd'hui, c'est une solution qui a beaucoup de traction. Elle est là seulement depuis 18 mois. Elle a déjà 48 millions d'utilisateurs. Elle a déjà traité plus de 400 millions de transactions, des dizaines de milliards d'opérations sur un seul usage, qui est celui qui existe pour l'instant, qui est l'argent qu'on se transmet d'un téléphone à l'autre. Oui, le paiement instantané. Oui. C'est du paiement instantané. C'est pas des rail cartes.
L'infrastructure, c'est l'infrastructure européenne, le moyen de paiement de la Commission européenne, qui est l'Instant Payment, qu'on utilise sur ces usages. Beaucoup de choses vont arriver en 2026. D'abord, les solutions très populaires aux Pays-Bas, iDeal, nous rejoint. Les banques néerlandaises font leur migration vers Wero. C'est 15 millions d'utilisateurs, pas des gens qui n'utilisent pas, qui utilisent cette solution tous les jours qui arrivent. Deuxième élément, le Luxembourg arrive aussi, d'autres pays vont nous rejoindre. On vient d'annoncer la semaine dernière la création d'un hub technologique qui permet de rendre interopérable cette solution avec les solutions des banques nordiques et les solutions du Banque du Sud, Espagne, Portugal, Italie. Ça veut dire que quand vous serez par exemple en Espagne, vous pourrez utiliser votre solution chez un marchand espagnol, votre solution Wero, et tout ça fonctionnera comme une seule solution. Personne ne paye chez le commerçant avec Wero. Ça arrive cette année. Oui, mais aujourd'hui, personne c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est ça demain. Aujourd'hui, sur des cartes, demain, vous paierez par l'Instant Payment. Comme avec l'Apple Pay, en fait. Je paierai avec Wero. Apple Pay, c'est pas un moyen de paiement. Pour être très précis, c'est une interface. C'est un téléphone qui héberge une carte aujourd'hui. Dans Apple Pay ou dans Samsung Pay, ce sont des solutions, les cartes qui sont à l'intérieur. Et donc l'hébergeur, celui qui possède le téléphone, n'est juste un hébergeur. Il ne fait pas le paiement. Il fait juste l'interface. Demain, ce que l'on va faire, Wero permettra de payer par un autre moyen de paiement que la carte, le paiement instantané. Et vous verrez, ça arrive au printemps en France, c'est demain. Ça sera terriblement fluide. Et nous développons aussi pour la fin de l'année la capacité de Wero d'être un wallet, un portefeuille, pour que vous puissiez y mettre votre carte et avoir une alternative au X-Pay, au Apple Pay, au Samsung Pay. Donc vous dites quoi à la BCE? Stop avec l'euro numérique? Non, on ne dit pas stop à l'euro numérique. Il faut d'abord que les votes se fassent. Le Parlement n'a pas voté encore. Il faut voir quels seront les amendements. Ensuite, après ce vote, il y a un trilogue entre le Conseil, la Commission et le Parlement. Tout ça va prendre du temps. Nous, ce qu'on dit, ces sujets de dépendance aux acteurs internationaux, c'est maintenant. C'est pas en 2029. Il y a deux boulets, si je puis me permettre, dans votre activité. C'est la taxe, la surtaxe sur les grandes entreprises. Le patron du Crédit Mutuel, Daniel Ball, disait hier, c'est scandaleux, ça nous empêche d'avancer, c'est un vrai boulet qu'on a en France. Et deux, le sujet aux États-Unis. Il y a un risque juridique fort avec le groupe qui a été reconnu complice d'exactions au Soudan. Il y a 3 plaignants qui doivent recevoir de l'argent. C'est un risque de nombreux procès pour vous. Vous allez faire appel. Est-ce que vous considérez que c'est un risque très important pour la banque? Non. J'en ai parlé sur ce plateau au mois d'octobre. La nouveauté, c'est que maintenant, nous ferons appel d'ici lundi. Donc après, il faut que l'appel soit jugé. Nous pensons que nos arguments sont très solides, qu'il y a une erreur dans le jugement de première instance devant un jury populaire. Là, ce sont 3 juges professionnels, c'est très différent, qui vont juger sur le fond et le respect du droit, puisque là, on parle de droit suisse, pas de droit américain. Donc on est très confiant sur l'issue de ce... Ça prend un peu de temps, ça crée un peu d'incertitude, mais on est très confiant. Sur le sujet que vous évoquiez, le sujet de la taxe IS, nous, on a en gros 10% de nos résultats en France. Donc il est clair qu'on est un groupe très international, très diversifié. On paye l'impôt là où on crée les résultats. La France, c'est 10%. Donc l'impact est moins important que des groupes bancaires ou des entreprises qui sont très, très présentes dans leur activité, dans leurs résultats en France. Mais je partage complètement la vision de Daniel Ball. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour les grandes entreprises. Et le fait d'équilibrer un budget essentiellement par l'impôt et l'impôt sur les entreprises, ce n'est pas bon, ce n'est pas la bonne solution. On avait dit que c'était transitoire, ça le sera je pense pas. Que ça va durer et on verra ce que sera 2027. Mais le budget de 2027, il n'est pas fait non plus, il sera dans un contexte bien particulier. Nous verrons, mais ce n'est pas une bonne nouvelle pour les entreprises. Le ministre de l'économie a dit jusqu'à ce que les déficits baissent sous les 3%. Ça risque de durer un petit temps. Oui, 2029, si on est très optimiste. Merci beaucoup Thierry Laborde d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.